Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui, alors très peu de recherche et plutôt de pratique. Donc du coup, il y aura des moments aussi où je vais vous inviter à participer. Donc je vais vous parler des difficultés émotionnelles chez les adultes autistes et plus spécifiquement les adultes autistes sans troubles du développement intellectuel. Alors, pour commencer, donc une question qui peut sembler à la fois très basique et en même temps qui est complexe. Donc déjà, c'est là où vous allez tout de suite commencer à participer. En tout cas, je vous invite à participer. Et là, la participation est tout simplement de visionner les images que je vais vous montrer et observer donc, ce que vous ressentez donc, en termes de sensations et en termes aussi de pensée. Donc, observer ce qui se passe en vous. Et essayez de voir, donc, avec ces sensations et avec ces observations, si ça vous aide à définir ce que c'est une émotion. Première image. Deuxième image. Et dernière image. Ok, donc maintenant avec vos observations, donc je vais vous inviter à participer à un sondage. Donc en réalité, donc vous avez ici le sondage, vous pouvez scanner donc, le QR code. Ok, donc première question, qu'est-ce que c'est une émotion? Donc vous pouvez écrire et donc on va voir apparaître donc, les réponses que vous mettez à l'écran. Donc il y a quelqu'un qui a noté état physiologique. Donc en ressenti, réponse stimulus. D'accord. Ok. Alors, donc plus le mot il est gros, donc plus ça signifie que c'est une réponse qui a été donnée. Donc les réponses qui ont été les plus données pour l'instant, c'est réaction, ressenti, sensation, réponse, état, stimulus. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de mots. Donc finalement, il y a beaucoup de mots qu'on peut employer pour qualifier ce que c'est une émotion. Donc il y a beaucoup de personnes aussi qui ont noté physiologique, ressenti face à un stimulus. Et effectivement, ce sont des définitions qu'on peut donner par rapport à l'émotion, mais je reviendrai sur ça tout à l'heure. Alors, on va passer du coup à la deuxième question. Selon vous, à quoi sert une émotion? Puisque donc, j'imagine que tout le monde, en visionnant les photos, vous avez fait l'expérience d'une émotion. Okay? Donc c'est en fait quelque chose qui finalement est partagé. Et à quoi ça sert? Quelle est la fonction? Alors, on a beaucoup de réponses. Donc, les réponses qui surviennent le plus pour l'instant, c'est alerter, adaptation, comprendre, informer, donner des infos. Elle sert à agir. Il y a même le mot libérer, donc un mot intéressant. Ok. Donc pour beaucoup de personnes, ça sert à alerter. Alors, est-ce que quelqu'un qui a justement sélectionné ce mot alerter, est-ce que vous pourriez juste prendre la parole et me dire ça sert à alerter par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait que vous avez donné cette réponse-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait... Alors, vous avez mis protéger? Oui, parce que la peur, par exemple, peut aussi servir à ne pas aller quelque part où il y a un danger. Tout à fait. Donc, c'est le lien avec l'adaptation. Ça nous aide à survivre. C'est ça? Oui? Ok, ça marche. Alors, je reviens du coup à ma présentation. Donc, si on devait
définir, avant de parler de régulation des émotions et difficulté à réguler les émotions. Donc en fait, les réponses que vous avez données, elles sont complètement en accord avec les définitions consensuelles de ce que c'est une émotion. Donc déjà pour commencer, une émotion, donc il y a quelqu'un qui avait noté le terme court. Donc une émotion a une courte durée et une émotion est déclenchée par quelque chose. Donc beaucoup de personnes qui ont noté stimulus, donc dans l'idée qu'il y a quelque chose qui déclenche une émotion. Donc par exemple, vous aviez dit si voilà, j'ai peur de quelque chose, donc normalement il y a quelque chose qui va déclencher ma peur et cette peur aura une courte durée. D'accord ? Donc ensuite il y a la question donc, physiologique, parce qu'effectivement quand on ressent une émotion, et c'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté aussi avec les photos que vous avez visionnées, on va la ressentir dans notre corps. D'accord ? Et dans beaucoup de contextes, par exemple comme dans la peur, on va le ressentir très fort. Et cette émotion peut même nous pousser à l'action. D'accord ? Donc si par exemple j'ai très peur de quelque chose que je vois, c'est possible que je me mette à courir sans même réfléchir. D'accord ? Et mes muscles ils sont prêts très vite à se mettre justement en mouvement. Et puis il y a un aspect aussi, parfois, donc est-ce que quelqu'un aussi a noté dans les réponses, cognitif dans les émotions. Parce que par exemple, quand on a peur, on peut aussi s'inquiéter. D'accord ? Donc ce qui fait que l'émotion est un phénomène complexe qui effectivement a une fonction. D'accord ? Donc c'est quelque chose avec lequel on est né et qui a été façonné par l'évolution. Et si vous observez aussi autour de vous, et pas uniquement chez les êtres humains, les animaux aussi ressentent des émotions. D'accord ? Et ça joue aussi la même fonction. Donc les mêmes fonctions que vous avez notées, ça les aide aussi à se réguler. Par exemple, s'ils savent qu'ils ont peur, ils peuvent réguler leur peur. S'ils savent, ou alors ça sert aussi à motiver l'action. Donc par exemple la peur, ça sert à fuir un danger, comme vous disiez, et donc ça aide à s'adapter et à survivre. D'accord ? Néanmoins, dans beaucoup de contextes, donc on peut avoir du mal à réguler nos émotions. D'accord ? Donc ce qui signifie que ces émotions qui peuvent nous aider à survivre peuvent, à certains moments, justement nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ok ? Et quand on a du mal justement à réguler nos émotions, c'est là où on peut ressentir des répercussions, des conséquences qui sont très difficiles à vivre. Donc, et parmi ces conséquences, de façon générale, et là je ne parle pas uniquement donc, dans le TDAH ou par exemple dans l'autisme, donc parmi les conséquences qu'on peut retrouver chez n'importe qui si on a du mal à réguler nos émotions, c'est d'avoir par exemple la prédisposition à développer une dépression. D'accord ? Et aussi des troubles psychiatriques, des troubles anxieux, d'accord ? Et notamment si ces difficultés de réguler nos émotions perdurent. Donc imaginons que j'ai souvent peur, d'accord ? Et cette peur m'empêche, par exemple, de prendre la parole en public, d'accord ? Donc du coup, ça m'empêche de faire quelque chose qui est important pour moi, parce que dans mon travail, c'est important que je prenne la parole en public. Vous pouvez imaginer que la répétition donc, de cette difficulté-là peut entraîner, au bout d'un moment, un trouble anxieux, okay ? Et voire même une dépression. Okay ? Une autre répercussion courante donc dans les difficultés de régulation des émotions qui perdurent, c'est les difficultés liées aux habitudes et aux addictions. D'accord ? Parce qu'on peut, en l'absence justement de comportements qui nous aident à réguler nos émotions, on peut adopter des comportements qui aident sur le moment et qui peuvent avoir des conséquences bien évidemment très difficiles pour nous sur le long terme, puisqu'elles deviennent des addictions, comme par exemple la consommation de certaines substances comme l'alcool. Okay ? D'autres répercussions sont plus directes sur notre qualité de vie. Parce que si on a du mal, par exemple, à réguler notre colère, notre peur ou d'autres émotions, ça peut engendrer des difficultés relationnelles avec d'autres personnes. D'accord ? Et du coup, ça peut favoriser un isolement. Okay ? Et un dernier sous-type de répercussion classique aussi qu'on peut avoir quand on a des difficultés à réguler nos émotions, c'est d'avoir des difficultés à l'école, au travail, donc parce que voilà, on peut être très gêné par des émotions qui sont très intenses et qu'on peut avoir du mal justement à réguler pour qu'on puisse poursuivre à faire ce qu'on a à faire au travail et à l'école. D'accord ? Donc vous voyez que les difficultés de régulation des émotions, c'est quelque chose donc finalement qu'on a intérêt à connaître, donc à savoir identifier, donc quel que soit finalement notre fonctionnement, typique ou neurotypique ou neuroatypique, d'accord ? Parce que ces difficultés de régulation des émotions peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie de n'importe qui. Okay ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt donc, de l'autisme, d'accord ? Et c'est un domaine dans lequel
J'ai beaucoup travaillé notamment avec Doa Bemouna, je ne sais pas si elle est là, mais voilà, elle est là. Donc, donc les travaux qu'on a fait ensemble nous ont aidé à mieux comprendre à quoi ressemblent les difficultés de régulation des émotions dans l'autisme, donc sans trouble de déficit intellectuel à l'âge adulte, d'accord, pour pouvoir aussi proposer des aides qui soient adaptées aux difficultés de régulation émotionnelle spécifiques aux personnes autistes. Okay. Donc, pour commencer, donc, du coup, alors je vais vous parler donc, de ce que c'est la dysrégulation émotionnelle dans l'autisme. C'est la même chose. Hein, donc, quand je parle de difficultés de régulation émotionnelle et dysrégulation émotionnelle, donc c'est les mêmes choses. Je vais utiliser les deux termes de façon interchangeable. Donc, la définition, je vous l'ai déjà partagée. Je la répète ici. Donc, l'idée, c'est qu'on peut avoir une expérience de l'émotion. Donc, par exemple, imaginons quand vous avez vu ce chien blessé. Donc, l'expérience de l'émotion en fonction des personnes, elle est variable. Donc, si on avait un thermomètre, probablement qu'il y a des personnes qui auraient noté 10 au thermomètre et d'autres personnes qui auraient noté 5. Quand on a une dysrégulation émotionnelle, souvent l'expérience de l'émotion, elle est très intense et puis elle peut durer aussi longtemps. Et dans beaucoup de situations aussi, l'expression de l'émotion, elle peut être très intense. Donc, ou alors inadapté en fonction du contexte. Et dans tous les cas, la conséquence, comme je mentionnais déjà tout à l'heure, c'est que ça peut m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Donc, imaginons que pour moi, c'est important de voir cette photo du chien blessé, et ne pas pleurer. Parce que si je pleure, je vais avoir très honte après. Donc là, du coup, si cette expression émotionnelle ne m'aide pas donc, dans mes objectifs, vous voyez que ça peut engendrer des conséquences, la honte, puis peut-être que je ne pourrais pas parler ou des choses comme ça. Et donc, c'est ça la dysrégulation émotionnelle. Alors, ce qui est très important, c'est que même si c'est un domaine qui a été très peu étudié jusque-là, donc maintenant on le sait que c'est quelque chose qui concerne au moins 50% des personnes autistes. Donc, comment on le sait? Donc, alors d'abord, on l'a surtout étudié chez l'enfant, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'enfants autistes qui souffraient, par exemple, à l'école, qui étaient très anxieux ou alors qui pouvaient avoir des problèmes de comportement, donc notamment des problèmes de colère. Et peu à peu, donc, on a commencé à comprendre que ces difficultés-là pouvaient être attachées donc, à ces difficultés de régulation des émotions. Et plus tard, donc, on s'est intéressé à ce qui pouvait arriver chez l'adulte autiste et on s'est rendu compte que ces difficultés étaient très présentes, donc voilà, même peut-être encore plus présentes que ce qu'on peut trouver chez l'enfant. Et de façon importante, donc, ces difficultés de régulation émotionnelle qui finalement commencent dès l'enfance, et je vais vous parler justement de la raison pour laquelle donc, ces taux sont aussi importants dans l'autisme, en tout cas les hypothèses qu'on a aujourd'hui, donc, vont entraîner des conséquences donc, très importantes, comme par exemple les taux majorés de co-occurrence psychiatrique, donc, parce que voilà, je pense que vous le savez, donc, les taux de dépression ou les taux de troubles anxieux, par exemple, dans l'autisme chez l'adulte sont extrêmement élevés, donc ça va jusqu'à 50% des adultes autistes. Donc aussi une qualité de vie qui peut être impactée, des idées de suicide, etc. Donc, ce qui signifie que finalement, on a intérêt justement à se focaliser, à mieux comprendre ces difficultés pour éviter aussi donc, toutes ces conséquences qui sont bien sûr très importantes. Alors, donc du coup, une première question qu'on s'est posée, donc pourquoi est-ce que ces taux donc, de dysrégulation émotionnelle sont si élevés dans l'autisme, donc chez l'adulte autiste? Et donc, on s'est basé sur un modèle donc, que Sébastien Weibel a proposé déjà tout à l'heure, qui est le modèle biosocial. Et on a fait une adaptation, et puis ensuite, on l'a évalué donc, justement dans les travaux que j'ai fait avec Doa. Alors, donc, du côté, donc, l'idée dans ce modèle, comme Sébastien l'a présenté ce matin, c'est qu'on va développer une dysrégulation émotionnelle. Donc, dans le cadre, donc, l'origine, en fait, c'est une interaction entre une biologie particulière, donc un tempérament qu'on peut qualifier comme étant biologiquement sensible aux émotions. On est hypersensible et on est comme ça. C'est pour ça que dès l'enfance, on va retrouver chez donc, les adultes autistes qui ont une dysrégulation émotionnelle donc, des propos, par exemple. Donc, ils vont dire, par exemple, qu'ils pleuraient
très facilement, qu'ils étaient très touchés par telle ou telle chose, qu'ils se mettaient facilement en colère. Donc, ce qui signifie que l'expérience et l'expression émotionnelle étaient déjà très élevées. Donc, le thermomètre dont je vous parlais tout à l'heure. Okay? Donc, ça, c'est le côté biologique, c'est le tempérament. Mais ce n'est pas pour autant qu'on aura donc une dysrégulation émotionnelle. Donc, si on a uniquement le côté tempérament, donc on peut évoluer et à l'âge adulte, à être tout simplement un peu plus sensible à l'émotion que d'autres personnes. D'accord ? Et c'est l'interaction donc justement avec cette composante biologique, donc tempéramentale, avec laquelle on est, avec un environnement donc qu'on peut qualifier comme étant envalidant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là, par environnement envalidant ? C'est un environnement qui n'est pas complètement ajusté aux besoins donc, de l'enfant. D'accord ? Donc, par exemple, là, vous voyez ici dans l'image ce que c'est, donc la vulnérabilité émotionnelle, donc comme je vous disais, intensité, fréquence, durée des émotions. D'accord ? Et en termes d'environnement validant, donc c'est le plus souvent une incompréhension justement de ce tempérament émotionnellement très sensible. D'accord ? Donc du coup, imaginons un enfant qui rentre de l'école et qui est très triste parce qu'un autre enfant lui a dit telle ou telle chose, ou la maîtresse a dit telle ou telle chose. Donc une réponse invalidante, donc par exemple d'un parent ou d'un proche, n'importe, c'est « mais pourquoi est-ce que tu es triste ? C'est pas si grave. » D'accord ? Ou alors c'est faible d'être triste. D'accord ? Ou il n'y a que les filles qui sont tristes. Okay ? Donc ça, c'est des réponses invalidantes. Okay ? Donc, et le souci de ces réponses invalidantes, c'est que ça va faire cercle vicieux, parce que du coup, l'enfant, déjà d'une part, n'apprendra pas à s'intéresser à ses émotions, à les comprendre et à les réguler. Et donc, dans cette interaction, donc non seulement l'enfant il va être triste, mais il va être aussi honteux d'être triste. Donc finalement, il aura deux émotions difficiles au lieu d'en avoir qu'une. D'accord ? Et ça fait un peu spirale. Okay ? Et donc, dans le modèle biosocial, l'idée c'est que ce type d'interaction donc, va se répéter, ce n'est pas qu'une seule fois, d'accord, tout le long du développement, ce qui va empêcher finalement l'enfant d'acquérir des stratégies pour réguler ses émotions de façon aidante, d'accord, des stratégies qu'on apprend en voyant comment les autres font, mais aussi dans les interactions avec l'entourage. D'accord ? On apprend par exemple à s'apaiser, on apprend à demander de l'aide, on apprend aussi à tolérer nos émotions et à considérer que nos émotions, elles ont du sens. Okay ? Donc en l'absence finalement de quelque chose donc, de durable dans le développement qui nous apprenne à réguler nos émotions, donc on va développer, comme vous voyez là, donc, dans ce mouvement donc, entre vulnérabilité émotionnelle et environnement invalidant, une dysrégulation émotionnelle. Ok ? Voilà, donc ça c'est le modèle général, ok. Et dans l'autisme, oui. Est-ce que l'enfant, sans avoir forcément un retour invalidant, pourrait en fait ne pas faire cet apprentissage du fait que toute émotion l'emmène vers un mutisme total? Alors, c'est possible effectivement. Alors, en fait, on peut imaginer qu'on a, dans l'idée de thermomètre, d'accord, pour la vulnérabilité, le côté biologique, on peut imaginer que notre thermomètre, de base, il détecte les émotions et il le ressent donc, de façon très forte. Donc, du coup, des invalidations minimes, donc on aura même du mal à détecter, peuvent justement interagir avec un tempérament biologiquement qui est déjà très vulnérable. Vous voyez, donc c'est toute une question de ratio aussi. Okay ? Alors, dans l'autisme, donc en fait, ce qu'on a cherché à comprendre, c'est quelles sont les spécificités de l'autisme, s'il y en a, qui prédisposent justement à l'apparition à l'âge adulte de cette dysrégulation, pas qu'à l'âge adulte d'ailleurs, au cours du développement, donc de cette dysrégulation émotionnelle. D'accord ? Et on a fait l'hypothèse, et c'est une hypothèse qui est relayée par beaucoup d'études dans la littérature sur la question de l'autisme. Donc il y a des spécificités liées à l'autisme qui favorisent donc déjà en tant que telle la dysrégulation émotionnelle. D'accord ? Donc par exemple, l'hypersensorialité, d'accord ? Ou alors de se sentir très anxieux face au changement ou dans les relations sociales ou ressentir des choses très fortement dans ce genre de situation, ça peut finalement favoriser, donc du côté biologique, donc cette dysrégulation émotionnelle. Okay ?
Un autre facteur qui peut jouer aussi et qui est très lié à l'autisme, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie, d'accord, ou la difficulté à identifier ses propres émotions. Okay, donc non seulement je ressens fortement les émotions, et notamment dans certains contextes, mais en plus, je peux avoir du mal, du fait aussi de mon autisme, à coller l'étiquette pour savoir là j'ai peur, là je suis en colère, etc. Okay, et puis, comme voilà, je le disais déjà aussi, donc une vulnérabilité donc déjà biologiquement ancrée, donc en termes de sensibilité à l'émotion, comme on peut être aussi plus sensible ou moins sensible à la douleur. D'accord, et c'est voilà, quelque chose qu'on ne choisit pas. Okay, donc ça, c'est le côté plutôt biologique, okay, qui est plus spécifique à l'autisme. Puis il y a des éléments qui sont plutôt liés à l'interaction entre la biologie et l'environnement. D'accord, et donc là, du coup, ça rejoint aussi des éléments qui ont été évoqués lors des témoignages. Donc, quand on a les spécificités liées à l'autisme, ça peut générer beaucoup d'incompréhension, d'accord, et dès finalement le très jeune âge. Et d'autant plus s'il n'y a pas de diagnostic. D'accord, donc du coup, les personnes autistes, donc elles sont plus vulnérables finalement à être invalidées. Donc c'est ce que j'ai appelé l'expérience adverse depuis l'école, depuis l'enfance, pardon, et qui peuvent survenir dans le contexte scolaire, mais pas que. Okay, et donc, bien évidemment, s'il y a plus d'expériences adverses, donc plus d'invalidation, et du coup, ça peut favoriser ce cercle vicieux. Okay. Donc, un autre élément, donc là, du coup, ce sont les apprentissages non ajustés aux besoins, parce que les personnes, elles peuvent aussi avoir des besoins, par exemple, de répéter de façon plus spécifique, plus explicite, comment réguler leurs émotions. Donc ça, c'est les besoins liés à l'autisme. Et c'est possible que l'environnement ne comprenne pas ça, parce que ce n'est pas évident. Okay, et donc, du coup, qu'il ne donne pas l'aide nécessaire pour qu'ils puissent comprendre comment réguler les émotions. Et un dernier élément, c'est le camouflage, qui est finalement une stratégie qui est apprise, qui a finalement dans certains côtés des éléments qui sont aidants et des éléments qui ne sont pas aidants, parce que le camouflage peut inviter la personne, plutôt que de s'intéresser à son émotion, à l'inhiber et à l'invalider. Okay, et donc, ces spécificités-là liées à l'autisme, donc, du coup, peuvent favoriser l'apparition de la dysrégulation émotionnelle. Et ça peut expliquer pourquoi il y a autant de personnes autistes adultes qui ont une dysrégulation émotionnelle. Okay, alors, donc avant que je termine, parce que là je vous ai parlé de modèles théoriques, donc on va parler aussi de quelques idées de stratégies que tout le monde peut utiliser pour mieux réguler les émotions, si c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, d'accord, et aussi, comme on vient de voir, pour les personnes autistes. Donc, je vais d'abord vous montrer un modèle, et à partir de ce modèle, donc, vous allez comprendre un peu quelles sont les stratégies qu'on peut employer. Okay, alors, donc c'est un modèle, il n'est pas très compliqué, d'accord, c'est un modèle séquentiel. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit le plus clair possible. Okay, alors, je vous dévoile un secret, plus ou moins un secret. Donc, je n'aime pas vraiment les clowns. D'accord, donc, quand je vois un clown, ça me fait peur. Okay, alors, c'est comme ça depuis l'enfance. Donc, du coup, j'aime pas les clowns. Donc, imaginons qu'il y ait quelqu'un que je croise dans la rue et voilà, il est habillé en clown. Okay, probablement que mon attention va être dirigée vers le clown. Tout de suite, il y a une interprétation qui va émerger, qui est liée à ma peur, il me suit. Et la réponse, donc au niveau physiologique, ça va être mon cœur qui bat vite. Okay, et c'est comme ça qu'on ressent une émotion. Et vous voyez que l'émotion est complexe parce qu'il y a toutes ces séquences-là. Okay, et si on voit tout ça, en fait, ça signifie aussi qu'on peut agir pour réguler nos émotions sur toutes ces sphères-là. Okay, je vous montre un autre modèle. Donc ici, on reprend la même séquence, okay, mais on voit comment on fait pour réguler nos émotions. Tout d'abord, on a intérêt à l'identifier. Donc là, en l'occurrence, j'ai peur. Okay, j'ai peur du clown. Et en fonction de l'émotion, je sélectionne une stratégie, je la mets en place et je vérifie si elle fonctionne ou non. C'est comme ça que ça se passe, donc, de façon très mécanique. Okay, de façon imagée, donc avec l'exemple que je viens de vous donner, je remarque que j'ai très peur, mon cœur bat vite, me suit. Je sélectionne une stratégie qui a l'air de fonctionner pour moi, parce que je sais, j'ai appris au cours de mon développement, je calme ma respiration ou je cherche à vérifier l'effet, est-ce qu'il me suit vraiment.
je mets en place la stratégie qui est la plus utile pour moi. Donc, je vais calmer ma respiration et je vérifie si ça a fonctionné. D'accord? Si ça m'aide à réguler mon émotion. D'accord? Alors, en d'autres mots, donc de façon très schématique à nouveau, donc pour réguler les émotions, il est nécessaire de l'identifier, d'avoir des compétences pour les réguler, parce que ce n'est pas donné, par exemple, de savoir qu'en calmant ma respiration, je peux réguler ma peur. D'accord? C'est quelque chose que j'ai appris. Okay? De savoir sélectionner la compétence la plus utile, parce que ce n'est pas la seule, et ce n'est peut-être pas la meilleure à ce moment-là, et de savoir la mettre en place et l'ajuster si besoin. D'accord? Imaginons que je calme ma respiration, et ça, ce n'est pas suffisant, donc j'ai intérêt à avoir d'autres compétences à ma disposition. Okay? Alors, du coup, qu'est-ce que ça signifie en termes de stratégie pratique? Je vais finir avec justement quelques idées, quelques conseils pratiques, et puis je vais vous donner une liste après de littérature, si vous voulez aller plus loin pour avoir plus de notions par rapport à ça. Alors, en amont, donc vous avez vu que identifier l'émotion, c'est quelque chose qui peut être difficile, d'accord? Et puis pourtant, donc dans la logique de la régulation des émotions, c'est la première étape, d'accord? C'est difficile de réguler une émotion qu'on n'a pas identifiée, ok? Donc, ce qui signifie qu'en amont, on a intérêt à être très attentif, comme vous l'avez été avec les images, d'accord? Aux sensations, à l'émotion qu'on ressent pour pouvoir l'identifier, d'accord? Deuxième étape, c'est de pouvoir faire le lien entre ces sensations, ces pensées, etc. et un lexique d'émotions que je connais. D'accord? Donc du coup aussi c'est difficile parce que pour beaucoup de personnes, le lexique d'émotions, donc en fait voilà, le dictionnaire des émotions ne colle pas complètement. D'accord? Donc on peut l'apprendre de façon très explicite. Okay? Et dernière étape, donc on a intérêt à ne pas invalider notre émotion. Par exemple, si je suis triste et j'ai appris à avoir honte quand je suis triste, donc là, du coup, je peux remarquer que je suis en train de juger et me rappeler, non, cette tristesse, donc si elle est là, elle a une raison. Puisque toute une émotion apparaît suite à quelque chose, elle a une raison. Okay? Et donc, pour vous donner un exemple donc, issu d'un livre que j'aime beaucoup, que quelqu'un m'a fait découvrir, c'est un livre qui s'appelle « Bienvenue la tristesse ». Et on voit que voilà, c'est des choses qu'on apprend aussi aux enfants, d'accord? Mais parfois, c'est difficile justement déjà de se rappeler qu'on l'a appris à un moment donné, okay? Mais on voit qu'une réaction complètement humaine face à une émotion difficile, c'est de chercher à ne pas la voir. D'accord? Donc là, du coup, ce qui est plutôt utile, c'est de faire l'inverse. D'accord? Donc elle est là, donc j'ouvre la porte et je l'observe. Okay? Et une fois qu'elle est là, là, du coup, je lui fais de la place, je l'écoute, parce qu'elle a le droit d'être là, et c'est ce qui peut m'aider à la réguler après. Okay? Et puis ensuite, là, du coup, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place en fonction de l'intensité de l'émotion. D'accord? Donc, le thermomètre de l'émotion. Je ne vais pas toutes les détailler, parce que mon temps est fini. Mais voilà, je peux utiliser des stratégies qu'on appelle les stratégies du stop, donc pour empêcher d'avoir des réactions, comme par exemple fuir si ce n'est pas ce que je veux, consommer de l'alcool si ce n'est pas ce que je veux, etc. Je peux utiliser aussi des stratégies plutôt physiologiques, comme calmer la respiration. Je peux aussi chercher à me distraire, donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un chat, d'accord? Donc je me distrais à coucher avec mon chat, je regarde un truc, et puis du coup, plutôt que de penser au clown, voilà, je pense à mon chat. Je vérifie les faits, comme dans la situation avec le clown, et je peux chercher aussi à résoudre les problèmes qui génèrent aussi des émotions difficiles. Mais ce ne sont que des idées générales. Okay? Des compétences qu'on acquiert et qu'on apprend. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai mis ici quelques données, quelques ressources. Donc là, du coup, il y a d'ailleurs ce livre qui est en anglais, mais qui propose des compétences adaptées aussi aux personnes qui ont un TDAH ou qui sont autistes. Donc des compétences issues du Grémo, si certains ou certaines connaissent, ou de la thérapie comportementale et dialectique. Merci.